Et donc d'abord, moi je le dis en tant que tête de liste qui a été nettement en tête à gauche, eh bien il faut un cap clair. On ne va pas refaire la NUPES là. Il y a eu une inversion des rapports de force. Je suis en tête à gauche, donc voilà les conditions. François Hollande a officialisé le nom de son Premier ministre. Ce sera donc Jean-Marc Ayrault. C'est un coup dur pour François Hollande. Il n'y aura pas de taxation à 75% des revenus annuels supérieurs à 1 million d'euros en France. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Le résultat est à peine connu. Déjà une centaine de personnes protestent devant la permanence du Front National. J'ai donc confié à Manuel Valls la mission de conduire le gouvernement de la France. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrées. On vient de l'apprendre il y a quelques minutes. Il y a eu des tirs au siège de Charlie Hebdo. Mesdames et messieurs les députés, en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, le Conseil des ministres qui s'est réuni il y a un instant, sous la présidence du Président de la République, m'a autorisé à engager la responsabilité du gouvernement. Et c'est cette exigence qui m'a conduit à demander au Président de la République de m'autoriser à engager la responsabilité du gouvernement. C'est moi le chef du gouvernement. C'est pas Emmanuel Macron. C'est moi le chef du gouvernement. Parce que c'est notre projet. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Benoît Hamon, grand vainqueur de la primaire de la gauche. L'ex-premier ministre Manuel Valls votera pour Emmanuel Macron dès le premier tour de la présidentielle. Je me suis aperçu récemment qu'il y avait pas mal de personnes qui disaient que c'était pas si mal sous Hollande avant Macron. Sauf que oui, c'est supposé être un secret pour personne. Le PS a trahi. Et d'ailleurs, si vous êtes militant dans une organe de gauche, c'est assez probable que vous connaissiez quelqu'un qui s'est politisé à cette époque en opposition au gouvernement. Et d'ailleurs, je fais complètement partie de ces personnes. C'est-à-dire que même si ma famille a toujours été assez politisée, c'est réellement cette époque-là qui m'a transformé en l'autiste politique que je suis aujourd'hui, qui ruine chaque repas de famille. Et vu que je me sentais concerné, ça me paraissait assez important de faire une vidéo là-dessus. Sauf que si je voulais faire une sorte de récap des trahisons du PS, j'ai très vite eu un souci. C'est que... je suis supposé commencer par où? Non, sérieusement, il y a eu tellement de dingueries sous le mandat d'Hollande que je savais vraiment pas par où commencer. Et du coup, je me suis mis sur mon PC pour tenter de trouver un peu d'inspiration, me remettre dans le contexte, tout ça. Et au final, je tombais sur encore plus de dingueries qui faisaient que je savais encore moins par où commencer. Donc, après être resté 2 heures devant ma copie blanche, je me suis posé et je me suis dit que le mieux, ce serait peut-être qu'en fait, j'apporte un angle un peu plus personnel à la vidéo. Et bon, mine de rien, le mandat d'Hollande, c'est quand même une période très importante pour moi. C'est l'intégralité de mon adolescence. J'avais entre 12 et 17 ans. Et donc, forcément, c'est une période qui a eu un gros impact sur mon développement au niveau de ma conscience politique, mais juste sur ma vie en général. Et donc, je me suis dit que le mieux, ce serait de voir un peu ce que toutes ces trahisons ont pu faire à une personne et à son entourage,
Ah bon, quand on parle politique, en montrant des stats, en montrant des éléments de langage, très vite tendance à oublier que derrière tout ça, il y a des gens. Mais avant d'en arriver là, je vous propose un petit moment où je lâche ma méthodologie de ma master et que je deviens carrément laxiste en disant source, trust me bro, pour vous parler un peu de l'histoire du PS et de comment on est arrivé à Hollande. Bon, par contre, je vais pas remonter jusqu'à Mitterrand, car franchement, je connais pas assez l'époque et je préfère parler d'une période que j'ai un peu plus vécue et étudiée, histoire de pas dire de conneries. Un monde merveilleux où la droite française était encore surnommée la droite la plus bête du monde en raison de ses divisions, contrairement à aujourd'hui où on a évidemment la droite des gros cerveaux, et où Chirac, président à l'époque, se dit j'ai plein de gens de droite dans l'Assemblée, mais genre pas ma droite. Hop là, élection anticipée bébé, je suis un génie tactique. Après ça, la gauche a dit que ce serait cool de gagner pour une fois, a fait l'alliance et a remporté l'élection. Résultat, c'est Jospin aux commandes en tant que Premier ministre, et le gars est franchement pas mal à son job. Il sait diriger une équipe et a notamment une très bonne méthode de travail qui l'amène à consulter tout le temps ses ministres plutôt que de leur imposer des réformes. Il aura toutefois un bilan contrasté avec d'un côté de vraies avancées sociales, comme les 35 heures que la droite et le patronat haïssent toujours aujourd'hui, ou encore l'union civile pour les couples homosexuels qui l'amènera à s'opposer frontalement avec la parlementaire homophobe Christine Boutin, qui malheureusement réapparaîtra au cours de cette vidéo, et ce malgré le fait qu'il s'agisse d'une connasse. Je laisse au peuple de France le soin de juger de ses paroles. Mais de l'autre côté, il est également responsable d'un nombre record de privatisations, amenant l'État à se débarrasser de nombreux atouts. De plus, il est celui qui a officialisé l'abandon par le PS de l'idée de mettre en place un système réellement socialiste, en reconnaissant pleinement la nécessité de l'économie de marché, même si je pense que celle-ci doit être régulée, ce qui mettra fin aux espoirs de beaucoup de personnes à gauche. Ce bilan intéressant nous amène donc à la présidentielle de 2002 où on se dit 30 ans, on va gagner, et là... Oupsie. Il est 20h, voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Bon alors nous, ça ne nous choque peut-être plus tellement, vu que c'est un extrait qui est dans les manuels d'histoire et qu'on s'est habitué au gros score de l'extrême droite. Mais juste, comprenez la taille de la connerie. Voilà les résultats complets du premier tour. Si on additionne toutes les voix de gauche, on est à 42,89%, répartis sur 8 candidats. Plus quelques voix de gauche qui sont parties sur Bayrou au centre. Bon alors certes, ça compte les partis d'extrême gauche comme Lutte ouvrière qui auraient présenté un candidat de toute façon et qui n'auraient pas fait l'alliance. Mais tout le monde s'est tellement dit qu'on passerait automatiquement au second tour qu'on pourrait présenter autant de candidatures qu'on voudrait et que ça marcherait de toute façon. Après tout, c'est comme ça que ça fonctionnait le système bipartisan. Le premier tour, c'est le vote du cœur et le second, celui de la raison. Mais non. Et ce jour-là, la gauche a perdu tellement plus qu'une élection. On a perdu notre candidat, la domination de nos idées dans la société, nos espoirs, et surtout maintenant on savait que l'extrême droite pouvait passer le premier tour. Après tout ça, la vie continue pour le PS, on truque le résultat de nos congrès, parce que tout le monde le fait, blablabla, on arrive à 2007, on a Ségolène Royal candidate contre Sarkozy, où elle aura de grandes difficultés à se faire aimer de la gauche, en partie à cause de prises de position douteuses, comme par exemple la nostalgie du service militaire ou encore son admiration pour le système judiciaire de la Chine, connu pour son non-respect des droits humains. Mais aussi car une partie des cadres du parti n'aiment pas trop l'idée de la voir devenir présidente et décident de saboter sa campagne. 4 parmi lesquels nous pouvons compter un certain François Hollande, marié depuis 29 ans à l'époque à une certaine Ségolène Royal, ce qui devait donner une très bonne ambiance le soir à la maison. Alors chérie, cette campagne, ça se passe comment? Ça veut dire bien? Bref, la campagne continue, cette fois-ci le premier tour est passé facilement, d'autant plus que Sarko a volé des voix au FN en utilisant une super technique qui s'appelle parler comme un nazi pour parler aux nazis, ce qui nous amène au débat d'entre-deux tours, et ça se passe à peu près comme ça. Je suis capable d'être la prochaine présidente, et je vous trouve franchement misogyne. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous êtes une femme! Évidemment, après cette performance, Sarko gagne, fait des trucs illégaux, hérite de la crise économique de 2008, fait des trucs illégaux, fait venir camper un dictateur libyen à l'Élysée, fait des trucs illégaux,
va buter le dictateur libyen en question, fait des trucs illégaux, le PS gagne les municipales, Sarko fait des trucs illégaux, la gauche gagne le Sénat pour la première fois de l'histoire de la 5ème République. Putain de merde, il a fait combien de trucs illégaux? Pendant ce temps, Dominique Strauss-Kahn, pressenti pour devenir président, fait à son tour des trucs illégaux, tel le gros porc qu'il est. Le PS fait une primaire, Hollande gagne contre Martine Aubry et l'aile gauche du parti. Sauf que là, oupsie, il y a un petit vieux qui se présente, il déteste Hollande, et lui, il est vraiment de gauche. Bon bah, faut lui voler des voix, hein. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Pif paf pouf, quelques promesses de gauche plus tard, le gars se présente comme l'anti-Sarkozy et utilise son manque de charisme naturel pour s'opposer au côté bling bling de Sarko, qui a encore fait des trucs illégaux, putain. Le PS gagne la présidentielle, puis les législatives, lui donnant ainsi le contrôle d'absolument tout, des mairies à l'Élysée, leur permettant de passer toutes les lois qu'ils voudraient sans opposition, et d'installer le paradis égalitaire qu'on nous a promis, qui fait aujourd'hui que le racisme a disparu et que les riches ont accès à hauteur de 700%. Le mandat de François Hollande est une catastrophe de A à Z. Non, sérieusement, en faisant des recherches, je me suis aperçu que dès le début, le gouvernement était un vrai panier de crabes. C'est-à-dire un endroit en gros où tout le monde passe son temps à se trahir, à comploter les uns contre les autres, tout ça. Donc il n'y avait aucune confiance. D'ailleurs, si vous n'avez jamais remarqué, c'est ça que ça veut dire PS. D'ailleurs, tout ça est assez apparent dans la série de podcasts 7 ans de trahison par Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qui montrent qu'en fait, dès le premier gouvernement par Jean-Marc Ayrault, la plupart des ministres se pensaient plus intelligents que lui, voire plus intelligents que le président lui-même, et se disaient qu'il serait mieux à leur place. Donc à ce moment-là, ça crée forcément une mauvaise ambiance de travail, qui explique peut-être pourquoi il y a eu autant de remaniements durant toute la présidence. D'ailleurs, derrière son air un peu niais, François Hollande se voyait lui-même comme un grand maître des échecs avec un énorme cerveau. Il pensait réellement être capable de contrôler tout le monde, et ça, c'est particulièrement apparent dans le livre « Un président ne devrait pas dire ça », toujours des deux mêmes journalistes, qui a révélé au monde ce que le président pensait réellement de ses ministres. Et ça finit de mettre toute forme de confiance à la poubelle et de mettre une grosse ambiance de merde en réunion. D'ailleurs, les changements de ministres ont permis de faire émerger différentes personnalités dont ce serait bien passé. Je pense notamment à Manuel Valls, alias celui dont je dirais bien qu'il a été élevé par une famille de rats, parce que contrairement à lui, les rats au moins, c'est loyal. Mais la grande révélation de l'époque, c'est évidemment Emmanuel Macron, que Hollande a pris sous son aile dès 2012 pour le faire bosser à l'Élysée, avant de le nommer ministre de l'économie en 2014, où non content d'avoir fait une loi bien gore qui permettait aux entreprises de licencier plus facilement leurs employés, il se mit à préparer sa campagne présidentielle pour 2017, ce qui n'échappe pas à personne au gouvernement, sauf à François Hollande lui-même, qui était convaincu que de toute façon c'était son bébé, c'est lui qui l'avait fait, et qu'il ne le trahirait pas parce que de toute façon il est profondément de gauche. Monsieur le Président, je pense que Macron se prépare à trahir. C'est comme si je pouvais sentir qu'il va nous planter un couteau dans le dos. Mais non, c'est moi qui l'ai fait, il n'oserait jamais. Je connais mon Manu, c'est un grand déconneur. TKT pour mon deuxième mandat, il sera un grave premier ministrable. Non mais monsieur, il est littéralement en train de vous mettre un couteau dans le dos. Là, maintenant. Oh. Donc maintenant qu'on a vu qu'il y avait une bonne grosse ambiance de merde au gouvernement, il est temps de revenir à ce qui est important, c'est-à-dire moi. Pour ma part, à l'époque j'étais une ado, ma mère était smicarde dans un métier pénible, mon père chômeur de longue durée et malade, donc on était vraiment supposé être la famille de gauche par excellence. Alors autant vous dire qu'on les a attendus longtemps les mesures sociales, et à la place qu'on a eu c'est d'un côté l'hôpital le plus proche qui se fait un service un par un et ne pouvait plus soigner mon père, et de l'autre un SMIC avec cette gueule-là, c'est-à-dire aucune augmentation en dehors de celle obligatoire, le gouvernement étant probablement plus occupé à faire passer des lois qui sortaient tout droit des règles érotiques du MEDEF. Et le pire là-dedans pour moi, c'était de voir que mon père, qui était un homme profondément de gauche, se disait que c'était pas possible que le gouvernement ignore les problèmes des petites gens comme ça et dirige à droite. Il devait forcément avoir un plan, genre par exemple de présenter des textes de droite, mais pour les rendre de gauche grâce à un débat parlementaire à l'Assemblée nationale. Mais bon... En application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Donc bon, nous on s'est fait douiller, notre vie s'est pas améliorée. Mais il doit bien y avoir une avancée sociale dans ce mandat. Et oui, la présidence Hollande est systématiquement associée avec le vote de la loi Taubira sur le mariage pour tous. Et si je dois être honnête, je déteste ça. T'es Pierre Kittler.
Bon, ok, je me suis peut-être mal exprimé, mais on va reprendre dès le début. Vous vous souvenez quand j'avais dit ça? Le PSG, la présidentielle, puis les législatives, lui donnant ainsi le contrôle d'absolument tout. Et donc, s'ils avaient toutes les institutions de leur côté et les mains totalement libres, comment vous expliquez le fait qu'on ait eu ça? Malgré les difficultés pour fixer le lieu de la nouvelle manifestation de ce 24 mars, la mobilisation s'amplifie contre la loi Taubira. Pour dire non à un projet absurde, un projet qui déstructure le mariage. Pourquoi pas, après-demain, le clonage façon Raël? C'est contre nature. Hein. Lorsque l'on laisse la toute-puissance des adultes qui ne supportent pas le manque, eh bien, on crée un monde orwellien. C'est dire que tous les homosexuels n'ont pour seul instinct sexuel leur orientation sexuelle. C'est la ligne qui était défendue par un homme que l'Allemagne a bien connu à partir de 1933 et c'est la ligne que défend aujourd'hui François Hollande. Vous avez aimé le célèbre roman 1984 de George Orwell. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Donc aujourd'hui, c'est la mode, c'est les gays. Bon, bah très bien. Alors, on est envahi de gays. Ouais, ça fait mal au crâne, mais je vous t'avais dit qu'on reverrait tout le temps. Et ouais, cette période est assez marquée par l'apparition de la Manif pour tous, qui 12 ans plus tard, et après s'être nommée Syndicat de la Famille, est toujours une des associations les plus virulentes contre les droits de la communauté LGBTQIA+. Et faut dire que c'est assez historique, car de manière générale, la droite sort très peu manifester. Et là, non seulement elle est sortie manifester, mais en plus elle a créé un mouvement de masse s'axant sur ses thématiques les plus réactionnaires, et qui à l'époque a déjà démontré une facilité pour une partie de la droite dite républicaine à s'allier avec l'extrême droite, tant que c'était pour faire barrage aux droits des minorités. Mais heureusement, le gouvernement a vaillamment tenu bon et s'est battu pour la bonne cause, non pas car c'était facile, mais bien car c'était juste. En effet, comme je l'ai mentionné plus tôt, le PS aurait pu faire passer cette loi comme une lettre à la poste. La majorité du pays était pour, il savait le Sénat et l'Assemblée nationale, et pourtant ça a traîné pendant des mois. Et ça, ce n'est absolument pas anodin. C'est une stratégie politique de la part de François Hollande, qui a volontairement laissé monter les mouvements réactionnaires afin de se présenter comme grand défenseur de la cause gay. Et ça, c'est particulièrement apparent quand on sait qu'en 2016, le gouvernement a fait beaucoup moins de bruit pour passer une avancée sociale similaire qui permet désormais aux personnes trans de changer d'état civil sans avoir été stérilisées au préalable. Et là, vous commencez peut-être à avoir mon problème avec tout ça, car grosse révélation, mais je fais moi-même partie de la team pédale, et je vais peut-être moi-même me marier homosexuellement un jour. Ce qui veut dire que ça me fait profondément chier de savoir que mes droits sont entièrement dépendants de calculs politiques faits par des vieux mecs en costard, sachant que tout ça, ça a des conséquences directes. En 2013, avec la Manif pour tous, les agressions homophobes ont augmenté de 78% selon SOS Homophobie. Ça encore, c'est probablement un chiffre sous-estimé. Car bon, personnellement, j'ai déjà été agressé en raison de mon orientation sexuelle, et pourtant SOS Homophobie n'a aucune idée que j'existe. Et ça me permet d'arriver à mon problème principal avec François Hollande, le climat qu'il a installé. Car bon, ok, il a passé beaucoup de mauvaises lois, mais pour la plupart, elles ne m'ont pas impacté directement. Par contre, j'ai pu ressentir un vrai basculement idéologique dans le pays. Ouais, je sais, j'ai pris tellement de temps à finir de filmer que j'ai le temps de retourner dans mon appart course. Mais bon, pour en revenir au sujet, encore aujourd'hui on se retrouve avec toute une nébuleuse d'associations opposées aux droits queer et noyautées par des anciens membres de la Manif pour tous qui n'hésitent pas à réutiliser leurs liens qu'ils ont tissés à l'époque. Et pourtant, ça n'a même pas été le sujet sur lequel le gouvernement a été le plus moisi. Je pense notamment aux personnes racisées qui n'ont pris sacrément cher à cause de l'explosion de l'islamophobie notamment. Je pense notamment à la réponse face aux attentats qui a consisté en une amplification du flicage des musulmans et des habitants des banlieues, considérés comme potentiellement moins loyaux en raison de leurs origines, allant jusqu'à arrêter des enfants car jugés pas assez Charlie, en utilisant par exemple l'infraction d'apologie du terrorisme qui est souvent utilisée aujourd'hui pour mettre des coups de pression aux militants pro-palestiniens. Et pendant qu'on est sur ce sujet, Hollande avait par exemple proposé de reconnaître l'État de Palestine, chose qu'il n'a évidemment jamais faite, préférant probablement aller faire la guerre un peu partout au Moyen-Orient et en Afrique. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Hollande a validé énormément d'assassinats ciblés. C'est un putain de berserker, Flamby. Mais pour ma part, je pense qu'il est réellement possible que cette politique répressive ait fait avancer l'extrémisme religieux plus qu'il ne l'ait fait reculer. Parce que bon, après tout, si un pays te fait comprendre que, à ses yeux, t'es un sous-citoyen et une menace potentielle, je vois vraiment pas pourquoi tu te dévouerais aux valeurs de ce dernier. Mais pour accompagner ces politiques répressives, on a aussi pu voir un grand changement dans le paysage médiatique du pays, avec avant les prémices de ce qui est aujourd'hui CNews. On a pu voir une vraie demande d'islamophobie chez les grands médias,
notamment avec l'apparition de personnalités médiatiques comme le Printemps républicain et ses proches, un groupe d'intellectuels de gauche qui pensent que pour gagner, la gauche doit être impitoyable avec les musulmans et globalement gouverner à droite. Vous connaissez probablement certaines de ces personnalités. Je pense par exemple à Raphaël Enthoven, vous savez, le gars qui fait des 1v1 au bac de philo avec ChatGPT et qui a dit qu'il voterait Le Pen en cas de second tour face à Mélenchon, ou encore Caroline Fourest, qui est une personne intéressante. Ce mot islamophobie, il a tué les dessinateurs de Charlie Hebdo. Ce mot islamophobie, il a tué le professeur Samuel Paty. Et demain, à qui le tour? Et toute cette surenchère sécuritaire et raciste culminera à l'époque avec le projet de loi sur la déchéance de nationalité, salué par le Front National, qui, fort heureusement, ne passera jamais en raison de l'opposition d'une partie des députés PS, les frondeurs, c'est-à-dire globalement l'aile gauche, qui jugeaient que le gouvernement appliquait une politique bien trop à droite. Mais tout ça, c'est un énorme problème, car on aurait dû construire un discours de gauche pour résoudre cette question, en s'attaquant aux causes structurelles qui poussent des gamins à partir au djihad et à se détourner de la République. On aurait pu parler discrimination, inégalité, manque d'accès aux services publics, et à la place de ça, on a laissé un discours raciste s'installer, ainsi qu'une forme d'hégémonie culturelle de l'extrême droite. Et bon, même si pour les électeurs de gauche c'était juste une énième trahison, pour le pays ça a été un basculement énorme, et qui en partie responsable de cette ambiance nauséabonde qu'on a aujourd'hui. Ah bon, certes, la droite draguait déjà l'extrême droite sur ces sujets-là, mais là, la gauche s'y mettait aussi. Et tout ça, ça a amené pas mal de gens à se demander, bon, après tout, si tout le monde parle comme l'extrême droite, est-ce qu'elle est si extrême que ça? Tout ça cumulé à des réformes économiques successives ayant détruit notre droit du travail et empiré la vie des travailleurs, cela a jeté énormément de gens dans les bras du FN. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, quand on va sur le terrain, on peut croiser des électeurs RN qui nous disent qu'ils ont voté Hollande à l'époque et qu'à cause de ça, ils ne revoteront plus jamais à gauche, avant de nous claquer la porte au nez. Et d'ailleurs, là, je vous parle de violence symbolique ou sociale, mais c'était un quinquennat ultra violent tout court. La présidence Hollande apparaît réellement comme une bêta-test du macronisme en matière de répression policière. On a tendance à l'oublier, mais avant Sainte-Soline, il y a eu Notre-Dame-des-Landes. Avant le mouvement contre la réforme des retraites, il y a eu le mouvement contre la loi travail. Avant les Gilets jaunes, il y a eu Nuit debout. Que des mouvements qui ont connu le LBD et la matraque. Et si on se penche un peu là-dessus, par exemple dans le cas des manifestations géantes contre la loi travail, on voit déjà qu'à l'époque, il y a une couverture médiatique ultra pro-répression, avec parfois des images glaçantes. Rien que là, pour pouvoir publier la vidéo, j'ai dû faire un tri énorme, parce que des fois, il y avait des images horribles, avec des policiers qui tabassaient des gars jusqu'au sang, par-dessus une petite voix de BFM qui explique que, après tout, ils font juste leur travail, et puis en face, c'est quand même des dangereux casseurs. Et je me rappelle que déjà, à l'époque, je comprenais pas comment c'était possible. J'avais profondément honte. C'était le même parti qui, pendant la campagne, avait promis plus de justice fiscale et plus d'égalité, qui tabassait des gauchistes et des smicards. Vraiment, les violences policières, c'était un truc de ouf. Avec des histoires comme par exemple la mort de Rémi Fraisse, qui est un gars qui s'est pris de putain de grenades, ou même en dehors des manifs, des affaires comme l'affaire Théo. Et toutes ces bavures ont pu être encouragées indirectement ou directement par le gouvernement, avec des initiatives comme la loi 49 de 2017, surnommée par une partie de la gauche loi permis de tuer, qui permet aux policiers d'utiliser plus facilement leurs armes, notamment en cas de refus d'obtempérer, ce qui devrait vous rappeler un ou plusieurs drames. Mais bon, tout ça, quel impact ça a eu sur mon parcours politique? Ah bon, même si aujourd'hui je pense que c'est difficile de cacher que je fais partie de la France insoumise, concrètement, ça n'a pas toujours été le cas. C'est un engagement assez récent. Bon, malgré un petit passage par Le Point Levé, l'organisation de jeunesse de Révolution Permanente, que j'ai quitté assez vite car je trouvais pas ça très constructif, ça se passait comme ça. Alors camarade, que veux-tu faire pour la révolution aujourd'hui? On pourrait aller voter pour que les nazis n'accèdent pas au pouvoir. Putain mais t'es une grande malade! Le vote, je touche pas à ça moi! Tu me dégoûtes! Eh bien, avant tout ça, quand j'avais 15-16 ans sous Hollande, j'étais convaincu que quand je commencerais les études supérieures, je rejoindrais l'aile gauche du Parti Socialiste. Et vraiment, c'était une évidence pour moi. C'est-à-dire, quand t'étais quelqu'un de gauche qui voulait un peu s'investir, tu rejoignais le PS à l'époque. Mais bon, ça c'était avant l'effondrement des deux partis historiques, j'étais totalement matrixé par le bipartisme, et surtout, c'était avant l'arrivée d'un homme. À l'annonce des résultats
résultat, les supporters de Benoît Hamon laissent éclater leur joie. La victoire de leur candidat est sans appel. C'est lui qui représentera le Parti socialiste à la prochaine présidentielle. Aussi rassembler la gauche et les écologistes. S'il existe des différences, les idées en partage sont si nombreuses. Jamais les forces de progrès ne perdent à se parler, à construire ensemble. J'aimais vraiment beaucoup Benoît Hamon. Ouais, non, je suis sérieuse. Je trouvais que c'était un mec super. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il se battait contre la notion d'homme providentiel. Mais à l'époque, pour moi, c'était vraiment ce qu'il était. Mais bon, certes, j'étais influencé par le fait que ma grand-mère et mon père faisaient sa campagne présidentielle. Pendant que ma mère faisait celle de Macron, ouais, c'était un peu compliqué niveau repas de famille. Donc voilà, en 2017, Hollande se bat en raison de sa cote de popularité désastreuse, et on a la preuve que le PS peut réellement envoyer un candidat de gauche, avec notamment des mesures fortes, comme le revenu universel ou un fort engagement écolo. Et c'est aussi là que la bébé militante de 16 ans que j'étais a pu découvrir Mélenchon. Et on avait la perspective d'une alliance potentielle qui se dessinait. Et honnêtement, j'étais grave hype. D'autant plus que je me disais que là où Hamon manquait clairement de charisme pour être président, il ferait peut-être un très bon Premier ministre pour Mélenchon. Mais tout ça, c'était sans compter le PS. Car bon, après le hollandisme, vous pensez vraiment que le parti aurait laissé un frondeur aux commandes ? Pour eux, Hamon c'était déjà un bolchevique, et ce, malgré le fait qu'avec le recul, je pense sincèrement qu'il n'aurait jamais réussi à tenir une ligne de rupture comme que propose la France Insoumise, et se serait très vite retrouvé à faire des compromis avec le centre. Pendant toute la campagne, Hamon s'est fait pourrir par le parti. Et d'ailleurs, je ne peux que vous conseiller de lire sur Libération la série d'articles « Que la campagne est belle » de Mathieu Hanotin, son ancien directeur de campagne. Globalement, dans le parti, Hamon n'était soutenu que par quelques frondeurs, avec qui il s'était opposé à la droitisation du gouvernement. À côté de ça, il y avait tous ceux qui se sont barrés soutenir Macron en dynamitant derrière eux leurs anciens alliés, je pense notamment à Jean-Yves Le Drian ou encore à Manuel Valls. Et encore à côté, il y avait des profils un peu plus fourbes, comme Bernard Cazeneuve, qui a demandé à Hamon d'aller défendre le bilan du hollandisme auquel il s'était pourtant opposé, afin de pouvoir en tirer les bénéfices une fois que l'autre gaucho se serait cassé la gueule, et tout ça en nuisant naturellement à toute tentative d'alliance avec Mélenchon. Et cette perspective d'alliance se contentera finalement d'être un simple pacte de non-agression, ce qui est quand même avec le recul assez impressionnant, car le vieux ça fait depuis 2008 qu'il se préparait à l'affrontement. Alors pour qu'il accepte de pas déglinguer le candidat du PS juste après le hollandisme à coup de calage verbal, c'est quand même qu'il doit y avoir un minimum de sympathie pour Hamon. Mais donc, personnellement, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de me mentir à moi-même. Ce parti était devenu moisi jusqu'à la racine. Et là, honnêtement, la seule solution, c'était que le bateau coule avec son équipage. Mais bon, aujourd'hui, ça donne quoi ? Là où un Macron a pu impacter ma vie de façon néfaste et directement, avec des réformes comme Parcoursup ou en s'en prenant au monde universitaire, Hollande, c'est pas tant ce qu'il a fait qui m'a impacté. Plutôt ce qu'il n'a pas fait. Je parlais précédemment du fait qu'il n'y a pas eu de plan de lutte contre le racisme. C'est une des raisons pour aujourd'hui on se retrouve à militer pour empêcher l'extrême droite d'aller au pouvoir. Mais aussi, concrètement, il n'a rien fait pour empêcher l'hôpital public de s'effondrer. Ça a causé des morts inutiles. Et un de ces morts, malheureusement pour moi, c'est une des personnes qui croyait le plus en le PS, et c'est mon père. Mais malgré ça, je suis resté profondément de gauche, ce qui m'a mené à la France Insoumise. Mais, que je le veuille ou non, aujourd'hui j'aurai pour tout le jour une méfiance envers les gouvernements de gauche, de peur qu'ils trahissent. Et a priori, je ne suis pas la seule. Immédiatement après la création du nouveau Front Populaire, le hashtag ne nous trahissez pas a été en tendance Twitter. Et même si on se base sur le terrain, de temps en temps on croise des gens qui disent qu'ils adorent nos idées, mais qu'ils ne voteront pas pour nous, car ils se disent que de toute façon on ne tiendra pas nos promesses et on finira par trahir comme tous les autres. Et c'est d'ailleurs de ce genre de constat que provient le soi-disant vote social du RN, qui part du postulat qu'on ne peut pas faire de politique sociale pour tout le monde, et que s'il doit y avoir des perdants du système, autant que ce soit les autres. Et c'est probablement ça l'héritage du mandat de François Hollande, une méfiance généralisée envers la gauche qui profite à l'extrême droite. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'union, dans laquelle le PS essaie de se refaire une jeunesse. Et malgré un score catastrophique à la présidentielle de 2022, il a su profiter d'une couverture médiatique favorable durant les dernières européennes, lui permettant de voler l'électorat d'Europe Écologie Les Verts et ainsi de peser plus fort pendant les discussions pour les législatives.
Et même si le parti a su se positionner un peu plus à gauche depuis les législatives de 2022 à travers la figure de son premier secrétaire Olivier Faure, l'aile droite montre actuellement clairement sa volonté de redevenir le centre de gravité à gauche, notamment en dénonçant ce qu'ils appellent la brutalisation du débat public, ce qui désigne globalement les coups d'éclat de LFI qui ont pourtant créé des séquences médiatiques et politiques intéressantes. Mais en regardant tout ça, je me suis posé la question, finalement, c'est quoi l'ADN du PS? Car bon, quand on écoute leur cadre essayer d'être convaincant, franchement, ils ne savent que taper sur LFI ou nous parler de l'histoire du parti. Mais c'est quoi qui en fait une force politique qui veut gouverner? Car quand on regarde les autres partis, on peut identifier un esprit ou des idées phares. LFI, c'est une gauche radicale et antiraciste. Des coups de gueule, la retraite à 60 ans, l'augmentation du SMIC ou encore la 6ème République. Le RN, c'est un projet de société raciste, avec notamment la préférence nationale qui a toujours été le seul point constant de leur programme depuis la création du parti. Les macronistes, c'est l'ultralibéralisme et le fait d'unir toutes les forces du centre autour d'un bloc commun et d'une figure forte. Même un plus petit parti comme Génération, qui aura finalement été mon premier vrai engagement après la présidentielle de 2017, défend des positions claires découlant du programme de Hamon, comme le revenu universel. Et donc dans tout ça, c'est quoi qui définit le PS? Eh ben, c'est assez simple. C'est la volonté de gouverner en elle-même. Gouverner. Gouverner à tout prix. Les idées viennent après. L'important, c'est que ce soit eux qui arrivent au pouvoir. Le PS, c'est la volonté de rétablir l'alternance gauche-droite. Un équilibre où ils sont sûrs d'être aux commandes de l'État toutes les quelques années. Le PS, c'est considérer que la gauche est leur bien personnel et qu'elle leur revient de droit pratiquement divin. Et au diable toutes les vies qui seront broyées sur le chemin tant que le pouvoir leur revient. Le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Et je pense d'ailleurs que cela devrait être une leçon pour toute personne de gauche. Un avertissement pour ceux qui pensent que le seul objectif devrait être de gagner et de voir ce qu'on fera après. Un avertissement à tous ceux qui pensent qu'on fait un programme à partir d'une victoire plutôt qu'une victoire à partir d'un programme. Bref, tous ceux qui appartiennent à une gauche qui est condamnée à trahir. Car finalement, je pense que ce qu'il manque au PS, c'est un cap clair.